À Bamako, les boulevards, avenues, rues et même les établissements publics ont changé de dénomination. Un projet ambitieux de réappropriation historique rendant hommage aux figures emblématiques nationales. Entre opportunités de financement, défis structurels et quêtes de compétitivité, les startups ouvrent la voie à une nouvelle ère de croissance et d'emploi. Cependant, elles sont nombreuses à ne pas faire long feu. Notre sujet de société de ce vendredi évoque les principales causes d'échec. CHAN 2025, le Mali en quête de qualification et nous retrouverons Mohamed Kenouvi en fin d'édition pour la chronique sportive. Merci de nous rejoindre dans ce 1945. Bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a procédé le jeudi 19 décembre à la pose de la première pierre du futur siège de la Cour des comptes. Institution supérieure de contrôle, la Cour des comptes est dotée de compétences variées. Elle assure le contrôle de l'emploi des fonds publics selon 3 axes, la régularité, la qualité des comptes et la performance. En outre, elle exerce des attributions juridictionnelles spécialisées, notamment en matière de discipline financière et budgétaire, ainsi que dans la sanction des infractions financières. Pour le président de la transition, la Cour jouera un rôle central dans la gestion vertueuse des deniers publics. Suivant un extrait de sa déclaration. Bi anana brigi fulam da noy anga chakeda mona fa Cour des comptes noy na wala tike anga shara sumba konna na fa constitution no kara issue kalo claim one fla samba fla ani mon sawa konna la o kara la yin konna la mumba to alibi jamana musakaw olu baratugo o saka katugo mina kanya al mumatu gurugu o saka kala tugo mina na jate ni chakeda kuranya ale jamana blumba warnani mu la wala anga shara sumba konna la olu dika wilika jamana boya mu musakambe di gouvernement ma mali chakeda ma ani assemblée ma ulu ka baraka ko sege mba to sharam dalu kama warka tasira mu fe ko lu laje ku de mo baraka ko nyana ani fen fe ku balaye ko lu okele amna ni sumu joni o be sababu ay ami jeglo na fa ko yuma ka ulu ka layni fna sabati mba to anga jamana saka bla la ko mba to barab saka ka nyantu ko mina. Les États généraux de la santé qui ont débuté le mardi 17 décembre a clos ses travaux hier jeudi 19 décembre 2024 avec plus de 500 participants. Ce fut l'opportunité de faire un diagnostic sans complaisance de la qualité de l'offre de soins et de services. Des recommandations ont été formulées à l'issue des travaux et le docteur Mohamed Berté, membre de la commission d'organisation de ces États généraux de la santé, est avec moi sur ce plateau pour nous parler des recommandations de ces assises. Bienvenue à vous. Merci à vous. Pourquoi les États généraux de la santé? Les États généraux de la santé, c'était pour répondre à des problématiques qui ont été soulevées. Vous savez que dans le secteur de la santé, nous avions déjà réalisé il y a une dizaine d'années des États généraux de la santé. En outre, nous avions aussi organisé la table ronde sur la santé. Ensuite, nous avions organisé l'atelier de haut niveau sur la réforme du système de santé, suivi d'un atelier, n'est-ce pas, pour vérifier, voir l'exactitude de la mise en œuvre des recommandations des États généraux de 2015. En outre, il y a eu le DIM, le dialogue intermalien, il y a eu aussi les assises, n'est-ce pas. Pendant tout cela, nous nous sommes rendus compte que il y a la problématique. C'est vrai que nous avions engrangé un certain nombre de progrès dans l'atteinte de nos indicateurs, mais les défis restent encore majeurs. Et c'est pour ce faire que, sur instruction du président de la République, chef de l'État, le général d'armée, le ministère de la Santé et du Développement social a organisé les États généraux pour essayer de voir la problématique, n'est-ce pas, de l'atteinte de ces objectifs, de nos indicateurs de santé, pour rendre le système de santé encore plus performant. Et quelles ont été les principales recommandations? Il y a eu beaucoup de recommandations. Disons que on avait proposé environ 4 thématiques. Il y avait la thématique sur l'offre de soins et les services de santé de qualité. Il y avait une autre thématique qui était sur la gouvernance et la communication. Une troisième thématique sur le système, le financement de la santé. Et une dernière thématique, c'était des questions transverses. Pour toutes ces thématiques en tout, au terme des 3 jours de débats fructueux,
nous avions enregistré environ 621 recommandations. Et sur ces 621 recommandations, vous avez rien que pour l'offre, n'est-ce pas, l'offre de soins et la qualité des services, on a eu environ plus de 339 recommandations. Et quelles sont les grandes lignes à retenir? Les grandes lignes qu'il faut retenir, c'est qu'il a été mentionné l'accueil dans nos formations sanitaires. La population s'est beaucoup plainte de l'accueil et je pense que les assises aussi, les États généraux ont retenu quand même l'accueil ou l'orientation des patients dans notre système de santé, le coût aussi élevé des médicaments, l'attitude de nos praticiens, mais aussi de l'autre côté, il y a des recommandations, n'est-ce pas, du personnel de santé qui ne se satisfait pas de sa condition, qui ne se satisfait pas, n'est-ce pas, de la qualité, eux aussi qui ne se satisfait pas de leur traitement, et bien d'autres sujets ont été soulevés parmi ces recommandations. Vous avez évoqué la population qui attend beaucoup de vous. Comment s'assurer que ces recommandations ne resteront pas lettres mortes? Je pense que, comme je le disais à l'entame de mon propos, je disais que ces états généraux font suite à des instructions du président de la République. Et donc, ces instructions aussi mentionnaient qu'il faut mettre en place un plan de suivi et évaluation du processus pour éviter justement ce qui s'est passé là. Donc le ministre de la Santé tient beaucoup à ça et c'est le lieu aussi de parler de la présidente de la commission d'organisation qui a aussi met un point d'honneur par rapport, n'est-ce pas, à la mise en place de ce dispositif qui pourra contrôler mensuellement ou du moins annuellement la mise en œuvre des recommandations pour que cette fois-ci, les recommandations qui ont été formulées, comme vous l'aviez dit, n'est-ce pas, en préambule, par plus de 500 participants venus de toutes les parties du pays, que ces recommandations ne soient pas rangées dans des tiroirs. Alors, parlons du système de santé proprement dit. Qu'est-ce que vous avez décidé pour l'améliorer? Alors, pour l'améliorer, nous avions pensé qu'il fallait quand même aujourd'hui l'améliorer sur 3 angles. C'est-à-dire en termes d'abord de ressources humaines. Vous savez que c'est le premier élément le premier élévé sur lequel il faut agir. Et aussi, deuxième élément, il faut des infrastructures et un plateau technique adapté. Troisième élément, il faut forcément de l'argent. La santé va bouger avec ça. Donc avec ces 3 éléments, nous pensons que si nous mettons cela, nous arrivons à avoir un dosage, n'est-ce pas, parfait, nous pourrions quand même avoir un système de santé qui répond à nos besoins. Alors, une dernière question. Comment est-ce que vous comptez, quelles sont les actions concrètes après ces états généraux? D'abord, sous l'égide de Madame le ministre de la Santé et du Développement social et de la présidente de la commission d'organisation, un dispositif, c'est-à-dire une petite commission technique sera mise en place qui va, n'est-ce pas, essayer de ranger l'ensemble de ces recommandations-là en termes de recommandations prioritaires, mais aussi en termes d'échéance et de responsabilité, pour qu'on puisse évaluer, c'est-à-dire les recommandations qui pourraient être réalisées à court terme puissent être évaluées, ceux qui pourront être réalisés à moyen terme et ceux qui doivent être réalisés également à long terme. Aussi savoir quel est l'impact financier de ces recommandations-là, parce que si nous savions combien ça va coûter pour mettre en place cela, il va falloir aller chercher ces ressources financières pour pouvoir réaliser, pour pouvoir mener à souhait ces différentes recommandations. C'est vraiment important. Merci à vous, Dr Berthet, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que Dr Berthet est membre de la commission d'organisation des États généraux, c'est ça, de la santé. Oui. Merci à vous. Vous avez sûrement fait la remarque, à quelques jours des fêtes de fin d'année, des rues marchandes sont organisées un peu partout dans la capitale. Djeneba Samake a sillonné quelques foires pour vous. Les fins d'année sont l'occasion pour de nombreuses personnes de s'offrir du neuf et faire des emplettes pour la famille. Des occasions que les commerçants saisissent pour se faire des chiffres d'affaires pour certains. D'autres, par contre, sont présents à ces foires pour liquider les restes de leur stock de l'année. Tout ceci pour le bonheur des populations qui ont une diversité de produits au choix quant aux achats en cette fin d'année. Ni farbe ska na fasoro sira en commerçant d'état ma passé avec sababu amanga sogu labo quoi
Ame sogu labo ame nanouye bo client fana be do we sanne ferefen munu mene wule na fo yere nyabala to mina pra porto de do bon demsenu yere mana swagi dimo ni dona goni no kelenero sa market tantore bo nyina tan won damne oni ame bole la se mo na bon folo parce que nyina tan damne position ma Ces bruits, vous l'aurez déjà compris, annoncent les couleurs de la fête. À Badjala, c'est la foire au bétail qui est mise à profit à la grande satisfaction des populations avec la panoplie des prix des moutons et chèvres à saisir. Nana sagore exposé foire là ani kwa compétition nanu la compétition saka munu ambola no foire yere kama angelo no gubla so dama temejala donc bébé se ga do sora la donc comme les verrou be se ga cha to na saka di munu ye ga no wa ma bébé se ga do sora to na. Tout n'est pas rose à ces galeries marchandes, car, hors caméra, des exposants soutiennent que les prix des articles sont abordables. Des visiteurs, par contre, affirment que les articles sont très chers comparativement à l'année dernière. Dans cette lancée des foires de fin d'année, sera lancée officiellement la foire de fin d'année de Bamako demain samedi 21 décembre à la FEBAC. La redénomination des voies et établissements publics de Bamako illustre un véritable projet de réappropriation historique, un hommage aux figures emblématiques nationales qui marque une volonté affirmée de décoloniser l'espace public pour un devoir de mémoire collective. Assetoumani Koulibaly. Ce processus de réécriture de l'espace public représente plus qu'un simple acte administratif. Il incarne un puissant levier de transformation sociale et politique. L'avenue de l'AES, ancienne avenue CEDEAO, reflète le repositionnement stratégique du Mali sur l'échiquier régional. En adoptant cette nouvelle appellation, Bamako consacre l'Alliance des États du Sahel, AES, formée avec le Burkina Faso et le Niger, comme un pilier de sa diplomatie. L'avenue du général Amadou Toumani Touré part du monument de la Tour de l'Afrique jusqu'au viaduc de Yirimadio. Du pont Weoyanko au rond-point Y de Sibi et de Kankaba, vous êtes sur le boulevard Samori Touré. D'autres dénominations viennent également célébrer les figures marquantes de l'histoire nationale et africaine. L'avenue Nelson Mandela, celle de Modibo Keïta ou encore du boulevard Kankou Moussa ou Sédou Badian. Une initiative salutaire au-delà du devoir de mémoire. Bon, les lieux mémoriels, il faut vraiment que de plus en plus on mette l'accent là-dessus. Non seulement ça permet à nos enfants de se familiariser avec notre histoire nationale, parce qu'ils vont découvrir des noms auxquels ils ne s'attendaient pas du tout, qui sont pratiquement perdus dans le paysage, que les enfants les voient et se posent, même les touristes qui arrivent, ils ont besoin de ces choses-là, de ces repères. Ah, pourquoi ce nom-là? Qui est celui-là? Et donc ça nous permet encore une fois nous-mêmes de revivre notre passé, et de ne pas vivre, comme disait Senghor lui-même, avec nos ancêtres les Gaulois. Nous ne sommes pas des Gaulois, nous sommes des Malinqués, nous sommes des Bambara, nous sommes des Touaregs. Au-delà du devoir de mémoire, ces changements sont un appel à l'unité et à l'espérance, tout en invitant les générations actuelles et futures à s'approprier un héritage de réhabilité. Cependant, il y a lieu de poser des actions pouvant plus informer les populations avec l'érection de statuts ou des enseignes d'identification des différentes zones. Parce que de fait, quand on a eu un boulevard où on a eu quand on a eu un boulevard où on a eu un boulevard parce que on a eu un boulevard où on a eu un boulevard où on a eu un boulevard pourquoi un boulevard ou trois CB boulevard là parce que le contexte fait un tas de bon non on me dit que mi faut à bala incagne parce que à bateau on coffre nous menons on coffre on y a mon chama mais nous menons on coffre au lufana avec à don avant mon bao te menanga jamana ngona. Renommé également des lieux stratégiques tels que l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, désormais Université Yambo Wologem, ou encore l'Institut National des Arts, rebaptisé Institut Professeur Gaussou Diawara, invite les générations actuelles et futures à s'approprier un héritage réhabilité. Ces nouveaux noms célèbrent des intellectuels et artistes ayant contribué à la grandeur du Mali.
Parlons entrepreneuriat. Une start-up, entreprise nouvelle et innovante à fort potentiel de croissance et de spéculation sur sa valeur future. Au Mali, beaucoup s'est créé. Par contre, rares sont celles qui atteignent 5 années d'existence. Qu'est-ce qui explique ces projets morts-nés au Mali? C'est notre sujet de société du jour signé Aminata Keita et Ibrahim Babi. En se lançant, ils sont pleins de rêves, d'ambition et surtout le désir de se faire appeler CEO, participer à des forums et autres activités dédiées aux entrepreneurs. Ces raisons sont-elles suffisantes pour lancer une entreprise, surtout qu'au-delà de l'euphorie d'être chef et de se faire appeler DG ou PDG, se cache un vrai dilemme. Vous savez, en général, quand on veut créer une entreprise, il y a 5 étapes. La première, c'est l'idéation, la matérialisation. Ensuite, il y a la recherche de financement, l'immatriculation et le démarrage des activités. Mais malheureusement, on a vu que dans 80% des cas où on assiste à un échec, les gens commencent par la dernière étape. C'est-à-dire qu'on commence par le démarrage des activités en occultant les 4 autres étapes. Donc évidemment, ça ne surprendrait pas que le taux d'échec dans ce cas de figure-là soit très élevé. Au Mali, des startups ferment leurs portes avant 5 années d'existence. Ces échecs pour les acteurs du secteur ou accompagnateurs de projets entrepreneuriaux sont dus à de nombreux défis. C'est vraiment difficile d'entreprendre dans un contexte entrepreneurial général et surtout ce qui se passe actuellement au Mali. C'est difficile. Deuxièmement, c'est le problème de formation. Donc, parce que beaucoup de startups au début sont des geeks avant tout, des enthousiastes, mais ils n'ont pas vraiment une bonne formation entrepreneuriale, managériale et commerciale. Mais bien sûr, il faut aussi des formations techniques adaptées aux solutions à créer. Troisièmement, il y a le fonds d'amorçage qui est très important parce qu'une start-up, c'est de l'innovation et très souvent l'innovation digitale, donc avec de la recherche et du développement. Et cette recherche et développement nécessite qu'on investisse là-dedans. Alors que c'est pas vraiment, il n'y a pas de fonds aujourd'hui appropriés pour investir dans la recherche et le développement. Les banques ne financent pas. Les startups sont également butées à un autre problème très récurrent, celui du consommé local. La majorité des marchés sont attribués à des firmes étrangères impactant les entreprises locales pour leur garantir des ressources conséquentes pouvant propulser leur entreprise. À mon niveau, ce que je pense pour l'essentiel au Mali, le défi majeur des entrepreneurs qui sont déjà morts-nés, alors c'est des gens qui n'ont pas d'accompagnement technique et aussi de formation sur le management d'entreprise. Donc actuellement avec la crise énergétique, beaucoup de start-upers, y compris nous-mêmes, nous sommes dans des difficultés. Malgré toutes ces embûches, le pari n'est pas perdu. Pour l'association Mali Startup, les entreprises naissantes ou débutantes doivent impérativement avoir certaines qualités qui définissent l'évolution de l'entreprise. Projet innovant, adéquat et avec la motivation béton. Deuxième chose que le start-upper doit avoir, le porteur de projet, c'est la capacité de travailler. Travailler et encore travailler. Troisièmement, ça c'est la persévérance. Alors on tombe 10 fois. On se lève 10 fois, on court encore plus vite parce qu'on aura connu comment courir 10 fois avant sans tomber. Déjà, il faut que les startups cherchent à maîtriser leur écosystème. Il faudrait que les startups se disent que ce n'est pas facile, c'est-à-dire qu'elles soient préparées à cela. Et ensuite, il faudrait que les startups puissent décider de sortir d'une éternelle assistance. Créer une entreprise, c'est créer de la valeur, de la richesse, c'est maîtriser l'écosystème entrepreneurial, fiscal et réglementaire, la maîtrise du langage international de l'entreprise et du marché sur lequel il opère. Faute de quoi, les jeunes patrons risquent de toujours se heurter à un mur, nous confie le président de l'Organisation des jeunes patrons du Mali. Le président de la transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a nommé le général de brigade Moussa Diallo au poste de chef d'état-major général des armées. Cette nomination intervient dans un contexte de réorganisation du haut commandement militaire, marquant une nouvelle ère pour les forces armées burkinabées. Le général Diallo, auparavant chef d'état-major général adjoint et commandant de la brigade spéciale d'intervention rapide, succède au général de brigade Célestin Semporé, désormais ministre de la Défense dans le nouveau gouvernement dirigé par Jean-Emmanuel Ouédraogo.
Et c'est l'heure de la chronique sport avec moi sur ce plateau, Mohamed Kenouvi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Maritou. Alors CHAN 2025, le Mali en quête de qualification. Oui, exempté du premier tour des éliminatoires du CHAN 2025, le Mali a rendez-vous avec la Mauritanie pour le compte du deuxième et dernier tour. Les aigles locaux affrontent les Morabitoun locaux ce dimanche 22 décembre à Nouakchott à partir de 17h pour le compte du match aller. Quant au match retour, il est prévu une semaine plus tard, le 29 décembre prochain à Bamako, au stade du 26 mars à partir de 16h. Le vainqueur de cette double confrontation obtiendra son billet pour la phase finale du CHAN 2025, prévu du 1er au 28 février prochain au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Pour cette double affiche décisive, le sélectionneur national Baïba a dévoilé hier une liste de 25 joueurs sélectionnés, dont 4 réservistes. Une liste dominée par les joueurs du Djoliba AC et du stade malien de Bamako. Et elle est composée de 3 gardiens, de 7 défenseurs, de 5 milieux de terrain et de 6 attaquants. À noter que les aigles locaux se sont envolés cet après-midi pour la capitale mauritanienne. Ibrahim Diarra, qu'on connaît bien, rejoint le FC Barcelone. Il s'agit d'un transfert. Oui, très efficace en attaque et avec des qualités techniques très prometteuses. Ibrahim Diarra tient enfin une opportunité d'étaler son talent dans un top club européen. Le FC Barcelone a annoncé mardi la signature du jeune attaquant malien. Les Blaugrana ont déboursé 2,5 millions d'euros pour s'attacher à ses services. Ibrahim Diarra a signé un bail le liant à la Catalogne jusqu'en juin 2028 et devrait pour le moment évoluer avec l'équipe réserve majeure depuis le 12 décembre dernier où il a fêté ses 18 ans. Il est toutefois éligible pour s'entraîner avec le groupe professionnel, même si ses débuts dans l'équipe première devront encore attendre. Le jeune prodige malien s'était distingué l'année dernière en sélection lorsqu'il a amené le Mali jusqu'à la 3e place de la Coupe du Monde U17 avec 5 buts, ce qui lui a valu notamment le titre honorifique de soulier d'argent. Un mot de justice donc, Mathias Pogba finalement condamné à 1 an de prison ferme. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné hier jeudi Mathias Pogba à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, au procès de la retentissante affaire de séquestration de son frère Paul Pogba. Cette peine d'1 an ferme sera aménagée sous bracelet électronique. Le tribunal a également condamné le frère de Paul Pogba à une amende de 20 000 euros pour avoir participé à la tentative d'extorsion en 2022 de 13 millions d'euros visant son frère et pour avoir exercé de nombreuses pressions sur l'international français, sa famille et ses relations professionnelles en vue d'obtenir ce paiement. NBA pour terminer, nouveau format pour le All-Star Game. La NBA a officialisé mardi le nouveau format du All-Star Game 2025 qui se déroulera en février prochain à San Francisco. Fini donc l'opposition entre 2 sélections. Le All-Star Game prendra désormais la forme d'un mini-tournoi de 4 équipes. 2 équipes s'affronteront dans une demi-finale et les 2 équipes restantes dans l'autre demi-finale. Les équipes gagnantes se qualifieront pour la finale. Fini également les matchs à plus de 200 points marqués. Désormais, la première équipe à atteindre ou à dépasser les 40 points gagne le match. Il faut préciser que ces changements font suite aux récentes critiques sur le manque d'intensité lors du All-Star Game ces dernières années. Merci beaucoup Mohamed Kenouvi. Je vous en prie Mariétou. Restez avec moi pour faire découvrir ensemble la une de Journal du Mali aux téléspectateurs. Trafic de drogue, un fléau en pleine expansion, titre l'hebdomadaire cette semaine. En effet, le trafic de stupéfiants s'intensifie, impliquant majoritairement des jeunes de 18 à 39 ans. Une réalité discrète qui détruit des vies et compromet l'avenir du pays. Le Journal du Mali parle également du divorce retardé entre l'AES et la CEDEAO, la mine de lithium de Goulamina et le comeback de la Super League. Le Journal du Mali est gratuit et téléchargeable sur son site officiel www.journaldumali.com.
Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce 1945. Bon week-end à vous.